Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand rendez-vous du journal au fil conducteur de l'actualité. Fini les vacances, les élèves ont repris ce lundi le chemin de l'école, une rentrée scolaire marquée par les tractations autour du processus électoral. Et justement, à propos du dialogue, les parties prenantes ont trouvé un compromis sur la feuille de route de ces assises nationales censées permettre l'organisation des élections apaisées. Alors que les Léopards n'avaient besoin que d'un match nul pour se qualifier pour la CAN 2017, ils ont survolé la finale du groupe B des éliminatoires en dominant la République sud-africaine par 4 buts à 1. Image à suivre dans ce journal, mesdames, messieurs. Voilà tout pour les titres. Direction la ville de Bukavu, au sud Kivu, où 10 membres de la société civile, dont 6 de la Lucha, ont été brièvement interpellés ce matin pendant qu'ils participaient à des manifestations de protestation contre la prime payée par les parents pour supporter la scolarisation de leurs enfants. Coïncidence, la manifestation a eu lieu le jour même de la rentrée scolaire. Retour à Kinshasa, où le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a invité ce lundi les enseignants à plus d'amour et de dévouement envers les élèves dans l'exercice de leurs prestations lors du lancement officiel ce lundi de l'année scolaire 2016-2017. Outre le lancement de la rentrée scolaire, Maker Mangou a procédé à la remise des bâtiments de quelques écoles primaires à Maluku, construites dans le cadre du programme dit de 1000 écoles sur financement du Trésor public. Une rentrée scolaire qui intervient dans une période d'incertitude marquée par les tractations autour du processus électoral. À Massina, où nos reporters se sont rendus, la fièvre de la rentrée était à peine palpable. Au complexe scolaire Le Dauphin, par exemple, un seul élève était dans la cour de l'école lors de notre passage. Mais les enseignants, eux, étaient bien visibles. Hermione Nyonvou et Erika Lambaye pour le constat. Fini les vacances, c'est la rentrée des classes. Toutes les portes des écoles de la République démocratique du Congo sont ouvertes pour accueillir les apprenants du niveau de la maternelle, primaire et secondaire. Pour ces premiers jours de classe, le complexe scolaire Le Dauphin n'a reçu qu'un seul élève jusqu'à 8 heures. Le directeur de cette école invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour respecter le programme du calendrier scolaire. Je crois que d'une façon officielle, nous avons eu une réunion avec les non-autorités. Ils nous ont dit que la reprise est aujourd'hui les 5. Mais jusque-là, j'ai reçu seulement un seul élève depuis le matin. Tous les enseignants sont là. Moi, je crois qu'il n'est pas important qu'ils puissent se contenter des rumeurs d'abord. Ces enfants vont nous remplacer demain. Nous devons quand même saisir de l'opportunité pour leur former. Au collège Mama Waboboto de Massina, la rentrée est plutôt timide. Toutefois, les enseignants se sont donnés à cœur joie à dispenser les cours. Je suis licencié en français, alors jusque-là, ce qui nous relie entre vous et moi, c'est le cours de français et le cours de l'éducation à la vie. Donc de temps en temps, tant que besoin se fera toujours sentir, je suis entièrement à votre disposition. N'ayez peur de rien, nous ne sommes plus à l'école primaire, ça c'est une classe de recrutement, une classe de base. Et point le besoin que vous puissiez vous considérer comme à l'école primaire. La sœur préfet du collège indique pour sa part que le premier jour de classe permet l'intégration entre élèves, mais aussi entre élèves et enseignants. Le calendrier scolaire prévoit 220 jours de classe, d'où pas de minutes à perdre. Je suis motivée parce que la date retenue par l'État, c'est la date d'aujourd'hui. La date prévue pour la rentrée, c'est la date d'aujourd'hui. Alors je suis venue parce que les enfants ils sont venus aussi, ils doivent étudier. Nous avons déjà repris les activités, nous avons tenu compte du calendrier tel que le ministre l'avait présenté. C'est une perte parce que nous suivons le calendrier scolaire, les cours commencent du 5 jusqu'au 1er juillet. Quand vous ratez déjà la première semaine, elle peut perturber toute l'année. Toujours à Massina, l'EP1 Massina et EP Mama Waboboto ont repris les cours conformément au calendrier établi par le gouvernement. Tu écris la date ? Situation similaire à l'Athénée de la Gombe où nos reporters Athénée de la Gare à la Gombe où nos reporters ont également assisté à une rentrée scolaire timide. Malgré l'absence remarquée des élèves, les enseignants étaient là pour accomplir leurs devoirs. Ils espèrent que la situation va s'améliorer au fil des jours. Constat fait par Élisée Manfou et Alain Zongola. À l'Athénée de la Gare, c'est depuis 7 heures
que le personnel enseignant était à leur poste de travail. Malheureusement, pour ces premiers jours de la rentrée scolaire, l'absence des élèves dans les salles de classe est remarquable, comme vous pouvez voir sur ces images. Dans la salle de classe de la 3e primaire, par exemple, le nombre d'élèves est en dessous de l'effectif normal, mais l'enseignant fait son travail. 26 plus 34 égale 32. Le second, le deuxième. Nous avons reçu très peu d'enfants et ceux qui sont là, on essaie de les encadrer puisqu'ils sont venus, ils doivent être, on doit les occuper. Bon, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont là. Quelques classes, en tout cas on sent, mais c'est comme je le disais, la rentrée est un peu timide. Il y a de ces parents qui manquent les possibilités. Ils ne sont pas capables, peut-être qu'ils n'ont pas encore de cahier, surtout un enfant qui n'a pas ses outils de travail. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Peut-être que c'est le papa qui est en pleine course pour qu'il ait de quoi donner à son enfant pour qu'il reprenne les études. Je sais que demain, le nombre va vraiment augmenter. Ça, j'en suis sûr. Le nombre va augmenter. L'EPA Ingar compte à son sein 15 classes avec un effectif d'environ 300 élèves inscrits pour l'année en cours. Malgré cette première journée des classes timides, le personnel enseignant voit l'avenir avec optimisme. Dans le reste de l'actualité, repris ce lundi des travaux du dialogue, la plénière de ce lundi était consacrée à l'harmonisation des listes des participants à ce forum national et à l'adoption de la feuille de route. Un compromis a été trouvé entre la majorité, opposition et la société civile. On a ajouté à chaque composante 25 personnes et 5 au groupe du facilitateur. Suivez chez Okitundu de la MP et Jean-Lucien Boussa de l'opposition au micro de Félix Ilunga et Eric Dongala. Après concertation avec le facilitateur, nous sommes arrivés à un compromis. Donc il y a eu, le compromis c'est que on a augmenté le nombre de participants pour chaque composante. Combien? 25 pour la majorité, en plus de 68, 25 pour l'opposition, en plus de 68, 25 pour la société civile, en plus de 39, et puis 5 pour le facilitateur en ce qui concerne les personnalités. Et puis on a réservé aussi, très particulièrement, 5 délégués pour l'opposition républicaine. Ça c'est la première chose. La seconde chose maintenant, nous avons attaqué l'ordre du jour tel qu'il figure dans la feuille de route adoptée par le comité préparatoire. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord commencer par adopter la feuille de route, parce qu'on vient de l'amender sur la question de la participation, comme je viens de vous le dire. Et maintenant, nous avons commencé par le premier point inscrit à l'ordre du jour, en particulier l'évaluation du processus électoral. On peut noter qu'aujourd'hui, les travaux du dialogue proprement dit se sont annoncés. La feuille de route a été adoptée à l'unanimité, moyennant un amendement en rapport avec le nombre de participants, qui a été augmenté de 25 pour la société civile, 25 pour l'opposition politique et 25 pour la majorité présidentielle. De deux, nous avons posé la question de l'activation de la libération de prisonniers politiques et de médias fermés et demander à ce que ces mesures soient accélérées afin de permettre à nous autres de nous sentir à l'aise par rapport à nos propres revendications, mais à ceux de nos collègues qui sont encore dehors, de pouvoir rejoindre les dialogues si tel est l'argument essentiel qui fait qu'ils ne puissent pas venir avec nous. Nous n'avons pas de temps à perdre et nous n'avons pas de choix. Nous n'avons d'autre choix que de tirer les conclusions avant le 19 septembre 2016. Et le co-modérateur du dialogue national, Vital Kamerhe, réitère son appel au gouvernement à accélérer les mesures de décrispation du climat politique afin de permettre aux anti-dialogues à rejoindre les assises pour l'intérêt du pays. On écoute Vital Kamerhe au micro de Rachel Kitsita et Eric Nongala. Nous avons aujourd'hui finalisé la question des listes puisqu'il y a eu des quotas additionnels tellement que la demande est grande.
nous avons adopté de façon formelle la feuille de route qui avait été adoptée au comité préparatoire. C'est très important, c'est une étape très importante. Mais en même temps que nous qui avons eu la réunion avec les facilitateurs, j'ai réitéré ma demande auprès de mon collègue Alexis Tamboué, comme modérateur, comme moi, mais ministre de la Justice, pour lui dire que nous voulons que le gouvernement prenne d'autres mesures de décrispation. Il m'a remis un lot de documents. Il m'a même autorisé d'envoyer quelqu'un de l'opposition pour siéger dans la commission parce que d'autres personnes vont être libérées. J'ai insisté particulièrement sur la question du Katanga. J'ai dit si la liste que l'UNC avait remise, le G7 et même Kiungwa Koumanza, parce qu'il y avait une liste signée par Mando Simba et Kiungwa Koumanza, aucune personne, aucun détenu n'a été libéré. Nous disons ça donne l'impression qu'il y a une fixation sur les Katanga, ce n'est pas bon. De la même façon que si la liste des médias qui étaient fermés, télévision et radio, aucune télévision, aucune radio du Katanga n'a été réouverte. On nous a expliqué pour des redevances, mais on peut résoudre ça autrement. C'est-à-dire, on peut accorder, on peut dire que la télévision et la radio fermée est ouverte, mais moyennant paiement de la redevance due à l'État. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on est en train d'avancer et je suis convaincu, comme on avait commencé à Sun City, on n'était pas nombreux, mais à la fin, les gens vont venir. Et si nous sommes sérieux ici, si nous ne violons pas la Constitution, si nous ne sommes pas venus ici pour donner un troisième mandat, puisque c'est ça le cas, si nous sommes venus uniquement pour œuvrer pour l'alternance, dans le respect de la Constitution, appliquer la résolution 2277, c'est sûr qu'à moins qu'il ne s'agisse de mauvaise foi, les autres vont nous rejoindre ou ils vont adhérer à ce que nous allons conclure. Et puis pas de repos pour les membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise qui tiennent à prendre part active au dialogue politique. Le week-end dernier, les femmes du CAFCO étaient chez Vital Kamerhe, président de l'UNC et co-modérateur de ce forum national. Vital Kamerhe avait promis à ses hôtes son interpellation personnelle en vue de leur participation aux travaux. La suite en images. C'est pour une cause commune que ces femmes issues de l'opposition, de la majorité et de la société civile se liguent pour leur représentation aux travaux du dialogue. C'est d'une oreille attentive que Vital Kamerhe a écouté ses interlocutrices et a promis de trouver une solution pour leur permettre de prendre une part active au dialogue politique. Parce que nous estimons que l'heure est grave pour notre pays, mais l'heure est grave aussi pour la cause de la femme congolaise. Et c'est pour ça que nous considérons que nous sommes aujourd'hui dans le même bateau. Il n'y a pas majorité, opposition, société civile, nous sommes ensemble parce que nous estimons que nous ne sommes pas du tout bien représentés au niveau du dialogue. Pour nous, le quota raisonnable de femmes signifie 60 délégués femmes. Donc nous sommes encore en deçà de nos attentes, mais nous sommes pleins d'espoir parce que nous connaissons la sensibilité du co-modérateur de l'opposition sur la question qui concerne les femmes. Et nous ne doutons pas d'un seul instant qu'il va jouer de toute son énergie, de tout son poids pour que cette injustice soit corrigée et pour que les femmes soient suffisamment représentées aux travaux du dialogue. Et nous croyons que le poste qu'il occupe au sein du dialogue peut faire avancer la voix de la femme. Nous ne voulons pas faire autant de commentaires. Nous avons presque tout dit avec mes collègues qui ont eu à parler avant moi. Nous allons plaider parce que nous savons le savoir-faire des femmes par expérience. Nous avons vu combien les mamans nous ont aidés à surmonter les obstacles pendant les négociations. Je vois Sun City encore. Donc nous allons le faire et très rapidement, la réponse vous sera communiquée. Vous l'avez remarqué, ça c'était le week-end dernier, mais entre-temps, la situation a
déjà évolué. Direction est du pays, plus précisément dans le territoire de Walikale, où 2 personnes ont été tuées ce lundi au cours des affrontements qui opposent depuis dimanche les FRDC aux miliciens Mai Mai Mazembe dans plusieurs territoires de Walikale. Selon les sources de la société civile Boulouessa, les 2 victimes sont des civils. Les mêmes sources font également état de plusieurs personnes touchées par des éclats d'une bombe. Des sources concordantes affirment que les combats font suite à l'attaque d'une position de l'armée par la milice Mai Mai dimanche à Katekou, une localité proche des limites du territoire de Walikale et Lubero. Autre chose, dans le cadre de la célébration de l'an 1 de l'hôtel de gouvernement appelé Immeuble Intelligent, la cellule de gestion de l'immeuble a organisé une série de visites guidées. Ce lundi, c'était le tour des hommes des médias qui ont eu le privilège de visiter le siège du gouvernement. Élisée Manfou, Doudou Kassouba, reportage. Situé sur le boulevard du 30 juin, à la place Le Royal, l'immeuble du gouvernement a été mis en service le 7 septembre 2015. Mais par contre, la pose de la première pierre a eu lieu le 2 août 2013. Tout complet fait, il a fallu 23 mois pour avoir cet immeuble imposant au cœur du centre-ville. 9 ministères logent leur cabinet dans cet édifice. Outre le ministère, l'immeuble du gouvernement a aussi des salles de réunion, des salles de conférence, restaurants, banques et agences de voyage. Les professionnels de médias ont été invités à faire les tours du propriétaire de ces lieux. Madame Tapono pour avoir doté la République, disons la République démocratique du Congo, d'un immeuble intelligent qui fait la fierté du pays. Nous osons croire que la CGIG sera à la hauteur de maintenir l'immeuble à l'état de propriété pendant très longtemps. C'est une occasion de communiquer avec le grand public aussi à travers vous. Comme ça, toutes les couches de la population s'approprient les bâtiments parce qu'on dit bien le bâtiment du gouvernement, mais le gouvernement est au service du peuple. Alors, encore une fois, merci et je crois qu'on se reverra dans les prochains jours et pour d'autres, pour toute autre bonne raison qui vous amènerait ici, nous sommes là à votre disposition. À l'occasion de l'an 1, depuis la mise en service de l'immeuble, une série de visites guidées sera organisée jusqu'au 7 septembre prochain. C'est la cellule de gestion de l'immeuble du gouvernement qui a la mission de gérer les questions techniques et fonctionnelles de l'immeuble. À la fin de la visite, les invités ont signé le livret d'or. Question d'immortaliser la visite. Célébration ce lundi 5 septembre de la Journée internationale de la charité. La journée a pour but de sensibiliser les populations et les ONG invitées à venir en aide aux plus vulnérables à travers des activités bénévoles et philanthropiques. Pour certains qui nous ont interrogés, la charité reste indispensable. Jefté Kitsita, Serge Mitelesi, reportage. C'est au cours de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies du 5 septembre 2012 que la Journée internationale de la charité a été proclamée. Difficile de parler de la charité sans citer la mère Teresa de Calcutta. Canonisée dimanche dernier par le pape François à Rome, mère Teresa a consacré toute sa vie à la pratique de la charité. Pour rappel, la date du 5 septembre dédiée à la charité coïncide avec sa mort survenue en 1997. En marge de la Journée internationale de la charité, les Quinois sont unanimes. La charité est indispensable. Oui, c'est important parce que c'est comme si prendre soin de son prochain, parce que c'est un peu chrétien. Parce qu'on dit qu'il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Donc c'est vraiment important de pratiquer des œuvres de la charité. C'est très très important de poser des actes de charité envers quelqu'un. Ça m'a déjà arrivé. À l'arrêt de bus, elle est venue vers moi, elle a posé son problème. Elle m'a dit non, je voulais arriver au niveau des Bandal Mourlar, mais je manque l'argent de transport. Je lui avais donné l'argent pour qu'elle puisse arriver à sa destination.
Poser un acte de charité est à la fois prometteur et salutaire, comme en témoignent ces religieux. Nous, en tant que musulmans, nous voulons faire du bien pour attendre demain le paradis. Les sadak là, c'est l'acte de charité. Chaque jour, un musulman est obligé à faire les sadak. La charité n'est pas un vain mot, mais la charité, elle n'est pas aussi verbale. La charité est beaucoup plus pratique. Vous pouvez chanter, dire que j'ai l'amour pour les gens, mais quand on ne voit pas les fruits, parce que l'amour, c'est un des actes, un des concepts qui a ses preuves dans les actes. Considérée comme une vertu portant à désirer et à faire le bien, la charité à travers cette journée internationale apparaît comme la preuve visible de l'amour du prochain. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo qualifiés pour la phase finale de la CAN 2017. Cette qualification a été obtenue à l'issue de leur victoire éclatante sur les Fauves du Bas-Ubangi de la République centrafricaine, battus par 4-1. Des buts signés Neskens Kebano, Firmin Mumbele, Jonathan Bolingui et Jordan Botaka. C'était hier dimanche en nocturne dans un stade des Martyrs Archicombe. Paul Kazozo, Théodore Chitolé, reportage. Ce dimanche 4 septembre 2016, premier match entièrement joué en nocturne au stade de Martyrs Archicombe. À l'affiche, les Léopards de la RDC, maîtres de leur destin face aux Fauves du Bas-Ubangi, dans l'espoir d'une survie au bout d'un faux pas congolais. Faux pas du tout au rendez-vous de Léopards dans le doute imposé par les Centrafricains. Collectif, solidaire et offensif, mais sans issue pour trouver la moindre faille dans la défense de Léopard, soumis à un état de siège élastique et brisé à la 30e minute. Au service d'un coéquipier, Yannick Bolassier, à l'œuvre, des axes un adversaire et placé sur orbite idéale Neskens Kebano, décoche une puissante frappe qui fait mouche. Le stade est en ébullition, la fête peut alors commencer. Ces buts, les seuls, la première période libère les Léopards de l'étreinte centrafricaine. Quelques secondes après la reprise, après une attaque de la RCA vite brisée par la défense de la RDC, à la suite, la récupération congolaise aboutit à une passe en profondeur à destination de Firmin Mumbele. À la vitesse d'éclair et sur un coup de rein expéditif, Mumbele désoriente les gardiens centrafricains avant de loger les cuirs au fond du filet. À 2-0 à la 46e minute, sans désarmer les Fauves de Bas-Ubangi multiplient les incursions dangereuses dans la défense congolaise. Un exemple, cette action de la 63e minute pour la réduction du score. Sur cet élan, les Centrafricains rêvent de l'occasion d'un nul qualificatif pour un statut de meilleur deuxième de l'ensemble du groupe avec 11 points. Peine perdue, les Léopards, bien affamés, n'entendent pas de d'oreille, surtout avec la montée de Jordan Botaka à la 72e minute. Une minute plus tard, à sa première touche de balle, explosif, en pleine extase et surexcité, Botaka fait valser un défenseur et l'enivre de ses feintes. À la conclusion de son centre, Jonathan Bolingui, tranchant, oppose l'extérieur du pied gauche et les filets centrafricains tremblent encore. 3-1, la RDC n'avait pas encore épuisé son quota. Pas du tout au bout de son récital, voire de son festival, l'impérial Jordan Botaka est illuminé par une longue balle de Marcel Tisserand, la tour de contrôle de la défense congolaise. À la réception, juste le temps d'ajuster son colis postal, ou mieux plutôt la balle de Tisserand, et Jordan Botaka l'expédie au fond. Belle hystérie générale au stade des Martyrs pour la Bérenzina des Fauves du Bas-Ubangi, battu et du coup éliminé de la CAN 2017. Mission accomplie alors pour les Léopards, ainsi qualifiés sans le moindre calcul. Il faut dire que Kebano a marqué les premiers buts. Hors de nos frontières, le président angolais José Eduardo Santos a procédé ce lundi à un mini remaniement parmi les ministres qui ont quitté le gouvernement. Il y a le ministre des Finances, Armando Manuel. Ce dernier est remplacé par Augusto Arche de Souza. Jusque-là, président de la commission des marchés des capitaux, rapporte une note de l'agence presse angolaise. La dépêche ne fournit aucune précision quant aux raisons du limogeage de Armando Manuel, ni quelles sont ses nouvelles attributions.
Le 5 septembre, jour de la rentrée scolaire, pourtant décrétée journée sans école par les opposants politiques du Rassemblement, une mesure qui soulève la réprobation quasi unanime de la presse, des médias qui protestent contre l'instrumentalisation de la jeunesse à des fins politiciennes. Revue de presse, Mouine Mouroupfel. Forum des As invite l'opposition à ne pas instrumentaliser les élèves en ce lundi décrété jour sans école par le rassemblement d'Étienne Tshisekedi, avec la question de savoir ce qu'il adviendrait de l'avenir du pays si ceux qui ont vocation à l'assurer sont aujourd'hui sacrifiés sur l'autel des intérêts politiciens. A priori, rien ne justifie l'implication des enfants dans un conflit politique. Que le rassemblement refuse de participer au dialogue, nul ne saurait l'en empêcher. C'est son droit le plus strict. Mais aller jusqu'à demander aux enfants de sécher l'école, on se demande si le rassemblement n'est pas allé au-delà de l'exercice de ses droits et libertés. Subséquemment, l'opinion se trouve en droit de se poser la question de savoir ce que les enfants ont à voir dans le mécontentement d'une plateforme politique. Que la jeunesse soit réputée le fer de lance de la nation, l'acteur politique congolais devrait donc prendre l'exacte mesure de ses actes. À retenir aussi qu'à la veille de la rentrée des classes, tel que rapporté par la tempête des tropiques, des syndicats viennent d'interpeller la SENCO à travers une lettre ouverte dans laquelle ils rappellent à l'épiscopat catholique le cri de détresse du peuple de Dieu, selon lequel l'école congolaise, et particulièrement l'enseignement dans les écoles catholiques, coûte trop cher aux familles pauvres. À propos du fichier électoral, l'un des points majeurs des exigences de l'opposition, Géopolis Hebdo écrit que 3 ONG américaines viennent de donner raison à la CENI. En effet, la NDI, l'IFES et IRI estiment dans leur rapport d'évaluation du processus qu'il n'y a pas une seule option qui permette à la fois que les élections soient organisées dans le cadre constitutionnel et la production d'un fichier électoral qui satisfasse les demandes de tous les acteurs politiques d'une part. Par conséquent, le chronogramme de la CENI de 12 mois, à partir de la signature des contrats de fourniture du matériel destiné à la révision complète du fichier électoral, tel que présenté, est raisonnable. La Prospérité reprend la même information et note qu'à la CENI, l'on se félicite déjà de la publication de ce rapport, dans la mesure où il vient renforcer les autorités de la centrale électorale dans leur démarche visant à refondre totalement le fichier de 2011. En d'autres termes, les élections ne pourront être organisées qu'après qu'un consensus aura été trouvé. Le rapport des 3 ONG vient corroborer ceux antérieurs publiés par l'ONU et l'OIF. Le phare rappelle les préalables du rassemblement posé en condition de sa participation au dialogue, tel qu'exposé dans son mémorandum déposé en fin de semaine auprès des ambassades occidentales, avec copie à l'Union africaine. Et ces préalables se résument dans la formule lapidaire du journal « 2 camps, 2 cahiers de charges ». Les dépêches de Brazzaville est revenu sur la tentative de médiation menée récemment à Kinshasa par le président Denis Sassou Nguesso auprès des différentes composantes de la classe politique. Une visite dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas parvenue à faire fléchir les radicaux qui rejettent toujours le dialogue. Congo Nouveau s'invite dans ce que le journal appelle les coulisses du dialogue. L'enjeu pour le président Kabila, départager Kengo et Kaméré au moment où le premier vient de claquer la porte en protestation de ce qu'il considère comme la désignation unilatérale et non concertée du second en qualité de co-modérateur du dialogue. À ne rater sur aucun prétexte, 21h, l'émission politique Noticias de Rachel Kitita qui reçoit le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Akabound. Et à 22h, retrouvez Dixon Niala dans son émission Sporting Club Numérica. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Je vous fixe rendez-vous 19h, fidèle au poste pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.